Salut à tous, bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne consacrée à l'Empire romain. J'ai décidé de créer cette chaîne pour deux raisons principales. Premièrement, je suis un passionné de la Rome antique et surtout de l'Empire romain antique et médiéval. Deuxièmement, mes amis en avaient un petit peu marre que je leur parle sans cesse de l'Empire romain et que je retourne tout le temps sur les mêmes sujets. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous sur YouTube, avec des gens qui seraient hypothétiquement intéressés par ce que j'ai à partager. Mais avant toute chose, il nous faut définir le sujet de cette chaîne. Ne croyez-vous pas? C'est quoi l'Empire romain? L'Empire romain, on en entend souvent parler. Deux mots qui renvoient à tout un imaginaire, tellement fantasmé, tellement glorieux. Des empereurs tout-puissants et machiavéliques, des légions équipées d'armures de plate, des divinités ancestrales. Il serait bon de faire le point. Très simplement, on pourrait se dire que l'Empire romain est un régime politique plutôt stable qui dure de -27 à 476 ou 1453. Oui, on a déjà 3 dates, mais c'est plutôt ça et c'est plutôt exact. Après, cette petite définition est un peu juste, pas très intéressante. On n'y réfléchit pas beaucoup en fait à cette définition-là. Et c'est cela que je souhaite faire avec vous, que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Comme les plus perspicaces d'entre vous l'ont remarqué, nous allons prendre le problème à la racine, mot pour mot, afin de définir ce qu'est l'Empire romain. Dans Empire romain, il y a empire. Et c'est quoi un empire? J'invite tout le monde à mettre la vidéo en pause et à écrire votre définition dans l'espace commentaire. C'est bon pour vous? Alors déjà, je peux faire quelques petites prédictions. Certains vont penser à Napoléon et sa grande armée, Waterloo, la guerre de Russie. D'autres à la Chine impériale, ou encore à l'empire colonial britannique. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Quel rapport avec les Romains? Voyons voir si la définition du dictionnaire peut nous apporter quelques éléments de réponse qui s'appliquent à tous ces exemples. J'ai dit définition, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule définition. La première. Régime autoritaire de type monarchique ou césariste, dans lequel le pouvoir est détenu par un empereur. Bon, alors déjà, on a César, ça a déjà un rapport avec Rome. Pourtant, César n'est pas considéré, comme la plupart d'entre vous le savent, comme un empereur, bien qu'il ait pu avoir ce titre à titre posthume. Mais dans les dates, l'Empire commence en -27 officiellement, alors que César meurt en -44, 17 ans avant le début de l'Empire. Mais évidemment, son côté très autoritaire a été une étape importante à la création de l'Empire romain. Il est normal a priori que les régimes impériaux s'inspirent de lui. Regardons une seconde définition. Grand ensemble de pays, dépendant d'une même autorité, que celle-ci soit exercée par un empereur ou non. Donc un empire peut être dirigé non pas par un empereur. Ça me semble logique. L'Empire colonial français n'avait pas toujours un empereur. Mais ça complique de nouveau les choses. Bon, il faut peut-être regarder ailleurs. Peut-être que l'étymologie pourra nous aider. Donc, le mot empire, comme celui d'empereur, nous provient du mot imperator. Déjà, un mot romain, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on va pouvoir y voir plus clair. Donc, alors imperator, c'est le nom octroyé durant la République et le Haut-Empire aux généraux victorieux. Alors ça nous aide pas vraiment, parce que si c'est un titre qui peut être donné aux généraux victorieux, c'est quoi le titre de l'empereur romain? Eh bien en fait, les empereurs romains au début n'avaient pas le titre d'empereur. Octave Auguste, le premier dirigeant de l'Empire, selon les historiens, ne fut pas empereur, mais prince, princeps de Rome. Et il en était de même pour les suivants. Certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi princeps et pas rex. Mais en fait, les Romains ont longtemps été fâchés avec le mot roi. Ils ont longtemps détesté les rois, c'est ancré dans leur culture, c'est là depuis des centaines d'années.
C'est dans leur histoire, c'est devenu, ça fait partie des mythes en fait de Rome. Les rois en fait ce sont d'horribles tyrans sanguinaires, ça joue ce rôle-là, donc on ne s'y apparente pas. Ça on en parlera très certainement dans d'autres vidéos, là n'est pas le sujet, mais je voulais faire une petite aparté là-dessus. Alors quant au mot Imperator, il était au départ qu'un titre honorifique extrêmement prestigieux, mais qu'un titre quand même, il n'y avait aucune charge derrière. Mais ce titre, auquel tout général victorieux pouvait prétendre, s'est vu au fil des siècles décerné seulement aux membres de la famille du prince, puis uniquement au prince. Parce que oui, les empereurs détestent partager, ça il faut le retenir. Mais ça n'explique pas comment un titre créé pour des généraux victorieux de la Rome antique se retrouve appliqué à la Chine, par exemple, ou aux Aztèques, ou aux Mayas, n'importe quoi. Si l'on se penche sur l'Europe et les petits États qui ont existé après la chute de l'Empire romain d'Occident, et bien ici, l'Empire prend une importance toute particulière. C'est la base de la civilisation, l'ancêtre glorieux aux récits inégalés dont les chefs-d'œuvre technologiques et architecturaux hantent encore les paysages et témoignent d'une grande civilisation. Plus encore, les lois, la langue et les institutions de Rome forment un socle commun sur tout le continent européen. Tout chef d'État s'inspire naturellement de Rome. Alors que font ces chefs d'État quand ils deviennent assez puissants? Eh bien ils se font appeler empereurs, ou par des titres qui appartenaient aux empereurs romains. Ils cherchaient à ressembler à l'Empire romain, parce que ça en jette. Deux exemples. L'Empire russe est dirigé par un tsar. L'Empire germanique par un Kaiser. Et par Jupiter, encore un coup de César. Les deux titres que je viens de vous énoncer sont des traductions du mot César. Les Romains aimaient les titres prestigieux. Et César, en plus d'être le nom d'un fameux dictateur qui a écrit des best-sellers sur la guerre des Gaules, est aussi le titre de l'empereur au prince héritier. Tout comme Augustus. Puis empereur, c'est clairement au-dessus de roi. L'empereur dirige des rois et gouverne plusieurs pays. Ce n'est pas une définition romaine du terme, celle que je viens de vous donner. Elle est construite plutôt après la chute de Rome. Mais justement, car l'Empire avait sous ses ailes impériales plusieurs royaumes. Petit à petit, dès qu'on a un grand territoire étendu sur plusieurs petits pays, eh bien on appelle ces grands espaces des empires. Donc peu à peu, alors que la définition évolue, le mot s'applique à de plus en plus de choses. Clairement, aujourd'hui, si on doit utiliser un mot pour parler de l'histoire de la Chine, qui recouvre un territoire immense et de nombreuses cultures, eh bien le mot empire s'impose. Ou bien si l'on pense aux Zoulous du 19e siècle, en comparaison, effectivement, l'Empire n'était pas si vaste, leur territoire géographique n'était pas si vaste, mais il régnait sur différentes ethnies, ce qui en fait un empire. Ainsi, les historiens sont habitués à jongler entre plusieurs définitions d'empire, selon la situation. Donc la définition que je vais utiliser sur ma chaîne n'est pas universelle, mais spécifique à notre sujet de discussion. Un empire, c'est un ensemble géographique et politique structuré, avec à sa tête un pouvoir puissant, qui régit les différents échelons de la pyramide que compose la société. Ici déjà, nous avons aussi une notion de territoire à prendre en compte. Ça ne va pas nous faciliter les choses, parce que je suis tout à fait d'accord avec ma définition d'empire que je viens de vous donner, mais il y a quand même un problème. Car oui, si on prend en compte l'Empire romain de son apogée qui recouvre une bonne partie de l'Écoumène, donc le monde connu, ça marche. Mais si on prend l'Empire de 1450 par exemple, non seulement le territoire n'est pas le même durant les différentes périodes de l'Empire romain, mais à la fin, donc en 1450, il ne correspond même pas à notre définition d'empire. Pourtant, il est encore appelé Empire romain à ce moment-là. Que peut-on conclure de cette information, brièvement? Eh bien, la notion d'empire reflète une réalité propre à la société qui se nomme ainsi. L'Empire romain, de son apogée à celui du dernier empereur de Constantinople, avait une réalité propre en tête. Le monde leur appartenait. Si ce n'est pas de façon politique, c'est un projet de conquête à plus ou moins long terme, toujours présent dans l'esprit des Romains. Tout ce qui est dans l'Écoumène, donc le monde connu, revient à Rome et se doit d'être soumis à sa puissance. Cette vision des choses est vraie durant l'Antiquité, au temps des grandes légions et des empereurs tout-puissants, mais elle est toujours présente dans ce qui reste de l'Empire après la chute de l'Occident. Cette idéologie perdure durant la période médiévale, grâce à l'Empire romain d'Orient, qui est toujours présent autour de sa capitale, Constantinople. Alors oui, l'Empire romain de 1350 a réduit à peau de chagrin, mais dans la mentalité des Romains, le territoire n'est pas que terrestre. La notion d'empire a changé avec le temps, et avec l'apparition de la religion du Dieu unique,
Ça fut le déclic sur l'évolution de ce terme. Alors oui, l'Empire géographique se réduit, mais pourtant, un autre aspect permet à Rome de grandir, une arme secrète qui permet à l'Empire de s'élever au-dessus des autres nations. Je parle ici de la chrétienté. L'expansion romaine, si elle ne se fait pas par les armes, elle se fait par la foi. Une fois la religion du Dieu unique bien installée à la tête de l'État, Rome et Constantinople restent maîtres des découmènes. Non plus par la force des armes, même si c'est toujours dans les projets, mais par l'apport de la religion chrétienne dans le monde connu. En bref, donc, la notion d'empire regroupe des définitions assez vastes. Et il me semblait primordial de faire un retour sur ça. La notion d'empire reflète avant tout, dans notre cas, différentes réalités qui ne sont pas toujours vraies suivant la période que l'on étudie dans l'empire. Plusieurs notions à garder en tête. Un empire terrestre, la situation politique de Rome et Constantinople, avec une diversité de peuples sous le contrôle de l'empereur et dans une large étendue. Un empire spirituel, il faut garder en tête que la religion est primordiale dans les civilisations antiques et médiévales. Elle passe largement au-dessus du terrestre. Alors ici, ça représente surtout l'empire une fois chrétien. L'empereur dirige l'église, il en est son chef. Et il fait en sorte de faire prospérer cette dernière dans le monde connu. C'est aussi une façon de contrôler le territoire. Un empire idéologique. Longtemps, durant la quasi-totalité de son existence, Rome s'est vue comme dominant l'écoumène, apportant la civilisation au monde connu. Bien que la situation géopolitique fût plus complexe et nuancée que ça, cette vision d'un monde romain est toujours ancrée dans l'esprit des différents empereurs. C'est pourquoi les lois romaines sont diffusées dans tout le monde connu, même après la chute de la partie occidentale. Constantinople diffusait encore ses lois en Occident par la suite. Maintenant que nous avons défini rapidement ce qu'est un empire, c'est quoi romain? C'est quoi être romain? Qu'est-ce que ça implique? Alors, on peut peut-être voir quelques bases indiscutables là-dessus. La réponse la plus évidente serait de se dire que être romain, c'est être né à Rome et vivre à Rome. Plutôt juste, je n'ai rien contre, mais donc les citoyens d'une civitas, donc une ville romaine en Gaule, en Ibérie, en Grèce, en Britannia, en Égypte, ne sont pas romains, même après avoir reçu la citoyenneté. On peut peut-être résoudre ce problème en définissant Rome comme étant l'Empire. Rome, c'est une ville, mais aussi l'Empire, car on parle bien de l'Empire des Romains. Mais quand Rome n'est plus capitale de l'Empire, ou pire, quand elle ne fait plus partie de ce que l'on appelle l'Empire romain, est-ce que ça fonctionne toujours? La romanité qui découlait de la cité de Rome n'est plus effective, si? Après, les plus érudits d'entre vous, sur le sujet, me rétorqueront il reste Nova Roma, alias Constantinople. Cette ville est nommée Rome honoraire, alors que l'Empire romain possède Rome, et cette ville reste la capitale de l'Empire romain jusqu'à sa fin tragique en 1453. Si nous partons du côté de l'Orient pour avoir un autre point de vue sur la conception de ce qu'est être romain. Les Chinois, eux, nommaient les Romains Dahakin. Et cela même après la chute de Rome et de l'Occident. Certainement par manque d'informations, ou peut-être parce que, en fait, la chute de Rome n'est pas si importante que ça. Et que, de leur point de vue, Rome n'était pas l'Empire romain. Dahakin définit durant la période médiévale les chrétiens aussi. Donc, durant cette époque, être chrétien fait de vous un membre de l'Empire romain. Il y a beaucoup de questions qui complexifient le sujet du fait de la pérennité chronologique de l'Empire. Être romain ne signifie pas la même chose selon les périodes. En moins 300, être romain, c'est être membre de la police, de la cité-État, si je puis dire, de Rome. En 110 de notre ère, avant d'être un romain, on est membre de sa ville. Être romain est une réalité géopolitique. On est romain car conquis par ceux qui se prétendent romains. En 212, Caracalla donne la citoyenneté à tous les hommes libres dans l'espace géopolitique de l'Empire romain. Donc la citoyenneté romaine donne le titre romain. En 476, suite à la chute de l'Occident, les insignes impériaux sont envoyés à l'empereur romain à Constantinople. Pourtant, Rome est tombée depuis plusieurs années même déjà. Être romain, maintenant, c'est être sous la juridiction de Nova Roma? Les Romains restés à Rome ou dans les anciennes provinces ne sont plus romains? Beaucoup de questions, et des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, car très complexe et toujours sujet à débat. Mais si on veut faire simple et définir le sujet, je dirais ceci. Être romain, c'est faire partie du monde géopolitique romain, comme nous voyons avec plusieurs siècles de recul. Il est difficile de répondre à des questions sur un concept purement idéologique, vieux de plusieurs siècles.
La différence entre romain et non-romain n'a jamais existé en fait, elle n'a jamais existé hors de l'esprit des gens et parmi les millions d'habitants de l'Empire, et ce en plus d'un millénaire d'existence. Cette définition a été interprétée de façon innombrable. Il y a autant de définitions qu'il y a de romans en fait. Il est normal qu'il n'y ait pas de réponse logique ou une réponse objective sur cette question. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des contradictions. Le débat est donc sans solution objective. Voilà comment actuellement je vais définir avec vous, et de façon totalement imparfaite, j'en suis conscient, ce qu'est être romain. Être romain, c'est faire partie d'un ensemble structuré qui reste dans l'évolution de ce que fut la cité de Rome. Donc, si l'on prend tout cela en compte et qu'on mélange le tout, on va définir ce qu'est l'Empire romain selon les impératifs suivants. À sa tête, un monarque quasi tout-puissant. Un vaste territoire sur lequel exercer sa dominance, qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Une idéologie. L'écoumène appartient à Rome. Un ensemble cohérent, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan politique, qui reste dans la continuité de son point de départ, la création de Rome, jusqu'à la chute de Constantinople. Évidemment, comme vous en doutez, et comme je l'ai souligné à différentes reprises, l'Empire romain n'est pas figé dans le temps. Donc pour définir l'Empire romain, au travers des siècles, il faut prendre un point A et pouvoir aller au point Z, en restant dans les bornes géopolitiques. Donc bien que cette large part du temps rende les choses très complexes à aborder, ça les rend aussi très passionnantes. Il y a bien peu de systèmes politiques qui ont été aussi pérennes dans le temps, et surtout en gardant une aussi grande cohérence. Un Romain de l'an 200 pourrait très bien se retrouver en 600 à Constantinople et pouvoir s'y retrouver d'une certaine façon. Enfin, je trouve cela tellement passionnant que j'en déborde de passion et j'ai envie de vous partager ça avec vous. Donc voilà tout ce que je souhaitais aborder avec vous dans cette première vidéo. N'hésitez surtout pas à débattre et à en parler dans la partie commentaires, car j'ai l'intention en fait de faire une seconde vidéo en réponse à celle-ci, une sorte de commentaire de vidéo, où j'utiliserai comme support les commentaires que vous m'aurez laissés pour rajouter des choses, donc étayer certains propos, revenir sur certaines notions, ou rajouter des choses ou corriger des choses. Ça me semble ultra important de faire ça pour des questions et une vidéo comme celle-ci. Donc je compte sur vous pour laisser des commentaires et me partager vos points de vue sur tout ça. Et je les lirai avec plaisir et j'en ferai une vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la tourner, même si ce fut un petit peu compliqué, mais beaucoup de plaisir tout de même. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Imperium Romanum, cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour m'encourager, en espérant que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!